Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Et merci au gouvernement de me rappeler que ce week-end, je dois aussi tondre ma pelouse avant de faire un barbecue. Voilà. Merci, bienvenue à tous sur Sud Radio. Il est 17h05, on est ensemble jusqu'à 19h. Vous l'avez reconnu, ce jingle, ce sont les vraies voix Sud Radio. Alors d'abord, on va dire bon courage à ceux qui, comme nous, travaillent le 15 août. Parce que c'est quand même souvent, pour certains en tout cas, la double peine. Non seulement vous n'êtes pas en vacances, mais vous n'êtes même pas en jour férié des vacances. C'est quand même incroyable. Et bien toute la France qui se lève tôt et qui travaille même le 15 août saura de quoi je veux parler. Les amis, si vous êtes en vacances, on est très content pour vous aussi et on vous embrasse très fort. Avec vous, on va débattre de l'actualité. Cette actualité est souvent dramatique, en tout cas intense. On va parler de cette rencontre au sommet qui aura lieu dans désormais 4 heures. Une rencontre à Anchorage en Alaska. Une espèce de Yalta du pauvre entre Donald Trump d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre. Quel sort sera réservé à l'Ukraine? Les Russes préviennent, notre position est claire et nette et nous l'avons déjà fait savoir. Trump prévient lui aussi, je ne suis pas là pour négocier pour l'Ukraine. Vous venez de l'entendre. Qu'est-ce qui ressortira de cette première réunion? C'est ce que nous verrons. Nous en parlerons à partir de 17h30 dans notre grand débat. Les autres actualités sont importantes aussi. Elles concernent tous ceux, vous êtes nombreux d'ailleurs qui nous écoutent, qui prennent la route ce week-end, soit pour rentrer de vacances, soit pour y partir. Malheureusement, la mortalité routière a fortement augmenté en un an. Pourquoi? Comment faire? Faut-il renforcer les contrôles? À ce propos, je vous préviens les amis, vous prenez la route ce week-end, il y aura beaucoup de contrôles routiers. C'est aussi pour votre sécurité. Soyez prudents et bienvenue dans les vraies voix Sud Radio. Bienvenue à Alain au 0826 300 300 depuis Lyon. Bonjour Alain. Bonjour. Je ne sais jamais s'il faut dire bonjour ou bonsoir à 17h, à 17h06 précisément. Allez, bonjour. Bonjour, il fait beau, le soleil est grand. Comment ça va Alain? Vous êtes d'où? De Lyon. Vous êtes lyonnais, mon cher Lyon. Mais écoutez, vous serez notre vraie voix du jour avec l'autre vraie voix que vous commencez à connaître, Anthony Martin-Smith. Bonjour. Bonjour, vous dites lever tôt, la France qui se lève tôt pour 17h avec les vraies voix. Mais oui, écoutez, qu'est-ce qui se passe l'été, l'après-midi, quand on a mangé, qu'il fait très chaud? La sieste. Bon, ben voilà. Ouais. Eh ben, il y a des gens qui se lèvent tôt à 17h07, ça vous arrive jamais, vous? Non. Eh ben, écoutez, moi, ça peut m'arriver quand je suis pas au travail. On est aussi avec vous, bien sûr. Madi Saïdi, comment ça va? Ça va. Mais vous êtes revenu de vacances? Oui, moi ça va. Vous revenez de vacances pour le 15 août. Vous, c'est particulier quand même. Ouais, non, moi ça va. C'est peut-être la compagne de Rémi André. Donc quand il fait beau, moi, tout va très bien. Et puis d'autant plus que Paris c'est vide en ce moment, donc c'est encore plus agréable. Ça c'est vrai, c'est vrai. Toutes les villes d'ailleurs sont vides parce que les gens sont pas fous. Ils partent à la mer, à la montagne ou à la campagne. Ils ont raison. Nous sommes également avec Samuel Botton. Bonjour. Moi, je suis pas encore allé me coucher. Vous n'êtes pas encore allé vous coucher? Non, j'ai profité de Paris qui était vide. J'ai fait du vélo toute la nuit. Vous avez fait du vélo toute la nuit? Il était à la danse avec Philippe Bouriaki hier. Voilà. C'est ça. Mais ça se voit d'ailleurs. C'est l'âme de Frédéric Brandel qui a pris possession de mon corps. C'est ça. Vous êtes devenu un sportif de haut niveau. Il a pris la rue Le Pic en haut, en bas. Il l'a fait dans tous les sens et ensuite il a fait le tour. Vélo motorisé. Oui, voilà, c'est ça. En plus, il triche. Bon, les amis, je vous propose qu'on retrouve tout de suite Alain parce que Alain veut nous dire quand même de quoi il veut nous parler aujourd'hui. Alain. Je voudrais parler des appareils pour lutter contre les incendies et des feux de forêt, parce qu'avec ce qu'on vient de vivre, il y a quand même une désinformation importante de la part des autorités. Il faudrait quand même que les gens sachent un peu ce qui se passe. Vous parlez des Canadair. Entre autres. C'est-à-dire? Il y a les Canadair, mais il y a les Dash, il y a les hélicoptères, il y a tout un tas d'appareils qui servent à éteindre les incendies, mais particulièrement les Canadair, où la situation est quand même très, très grave. La situation est très grave parce qu'on n'en a pas assez. Voilà, non seulement on n'en a pas assez, mais il n'y en a pas en construction. Les chaînes sont à l'arrêt depuis 10 ans. C'est-à-dire que les premiers Canadair ont été produits de 69 à 89. Ça s'appelait les CL 215. Ils en ont fait à peu près 125. Ils ont arrêté. En 93, ils ont reproduit un autre qui s'appelait le CL 415 jusqu'en 2015. Et depuis 2015, il n'y a plus un appareil qui est construit. Donc quand on entend, suite aux feux de forêt, par exemple dans l'Aude, que de nombreux appareils vont être achetés, etc., il n'y en a aucun qui risque d'être acheté, il n'y en a pas un qui est fabriqué. En tout cas, ça veut dire que ça prendra du temps avant qu'on puisse s'en servir si jamais on les commande. C'est ça que ça veut dire. Et ça, il y en vous a qui sont en commande, les commandes sont annulées, les budgets sont supprimés. Enfin, c'est assez sportif. Et pour le moment, les prochains ne sont pas attendus avant 2028, si ce n'est 2030. Mais Alain, vous avez l'air calé, vous êtes vous-même professionnel du métier?
Non, je m'occupe d'environnement, mais vrai écologiste, pas les décroissants, pas l'écologie politique. On a trouvé un écologiste croissant, c'est ça? Voilà, un vrai. Pas un écologiste avec un croissant. Oui, pourquoi pas. Moi, je m'enrichis pas avec l'écologie, au contraire, je paye de ma poche, comme tous les vrais écolos. L'écologie politique, ils gagnent leur vie avec l'écologie. C'est pas, on fait pas le même combat, on fait pas la même activité. Quoi. Et qu'est-ce qu'il que faudrait vous faites, faire justement? Qu'est-ce que vous proposez? Pour les avions, pour l'écologie, tout ça, comment on a... Bon, les avions, je pense que c'est les commander, les acheter, les faire livrer le plus vite possible. Et pour le reste, pour les avions, déjà, il faudrait arrêter de supprimer les budgets par des décrets comme celui du 21 février 24, où Attal a sucré plus de 50 millions pour 2 Canadair. Sous le gouvernement Attal. Oui. Voilà, sous le gouvernement Attal, dans le cadre des restrictions budgétaires pour le budget de 2025. Quoi. En tout cas, il ne faut plus toucher au Canadair. Pour ce qui est de l'écologie, tiens, vous dites vous êtes un vrai écolo. Vous êtes lyonnais, en plus, il y en a un paquet des écolos du côté de la ville de Lyon. Alors, y compris ceux que vous aimez pas. Hein. Mais c'est vrai. Mais pas les bons, il n'y a pas les bons pouvoirs, c'est le problème. Il n'y a pas les vôtres, en tout cas. Mais je rappelle qu'ils tiennent la mairie. Quoi qu'il en soit, vous, donnez-moi une mesure écolo, toute bête, concrète, que vous recommanderiez à tout le monde. Déjà, il faudrait que les gens prennent conscience de ce qui se passe, pas le comprendre, mais conscience, dire le vivre, dire comprendre qu'il fait plus chaud, ça c'est facile intellectuellement. Par contre, l'appréhender et que chaque jour on se dise attention, parce que là, s'il fait plus chaud, il va se passer ci, s'il fait plus chaud, il va se passer ça, et pas commencer à dire il fait plus chaud, il fait pas plus chaud, mais il y a telle année il a fait, non, il fait plus chaud, ça se discute plus. Maintenant, il faut faut quand même tirer des conclusions et arrêter de faire des bêtises et arrêter de voter pour des décroissants. Alors les décroissants, c'est un mouvement politique qui est né au début des années 70 qui prône la lutte contre le productivisme. Vous voyez, on est un peu loin de l'écologie, quoi. Et donc leur truc, c'est moins on produit, moins on pollue. Ce qui mathématiquement est vrai, mais bon, après ça peut nous amener très loin, quoi. Voilà, ça peut aller très loin. Ça peut poser beaucoup d'autres problèmes. Et surtout quand on gère des grandes villes où les gens ont besoin de vivre et où si on empoisonne la vie des gens, là, ça devient totalement impossible, quoi. Donc là, c'est plus du tout de l'écologie, quoi. Et puis à la fin, en plus, on déclenche un rejet, tout simplement, de tout ce qui est écolo, de près ou de loin. Et ça devient de plus en plus difficile. On est très content de vous avoir, mon cher Alain. Et vous allez rester avec nous pendant 1 heure, parce qu'avec vous, on va débattre aussi du sort de l'Ukraine, malheureusement pour les pauvres Ukrainiens. Donc restez en ligne au 0826 300 300. Les vraies voix sont là jusqu'à 19h. L'actualité ne s'arrête pas. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, mais avant ça, Anthony Martin-Smith, vous allez revenir sur une actualité dont on se serait bien passé, mais malheureusement, c'est le dégoût qui nous anime. Effectivement, on va parler d'un olivier qui a été arraché dans la nuit du 13 août au 14 août. Un olivier mémorial. Oui, en mémoire d'Ilan Halimi, ce jeune juif massacré après avoir été torturé par le gang des barbares il y a quelques années. Il a été tronçonné, cet olivier. On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 19h, nous sommes ensemble avec les vraies voix qui sont Anthony Martin-Smith ce soir, toujours champion de judo, on est d'accord ? Il paraît. Il paraît, hein, oui, c'est bien. L'avantage, c'est que les palmarès, quand on n'a pas triché, ça s'efface jamais. Samuel Botton est avec nous, son palmarès, c'est que les vacances sont finies, mais il a essayé de faire le tour de Paris à vélo, c'est ça ? Exactement. Quelle idée, en pleine canicule en plus. Quelle inconscience, quand même. Aussi. Voilà, bon, un jour, il vous dira qu'il avait un moteur dans le vélo, mais bon, Malik Samedi, vous avez fait du sport ou pas, vous ? Oui, beaucoup. Moi, j'en ai pas fait, hein, c'est pas la morale que je vous fais, donc vous avez fait quoi comme sport ? Moi, je suis une vraie sportive, c'est 4 fois par semaine, je marche, je cours, oui. Oui, mais écoutez, moi je descends les escaliers tous les matins. C'est déjà pas mal. C'est une Kaipiri Yoga, c'est ça ? C'est ça. Et je crois qu'il y a une marche entre l'entrée et l'ascenseur. Donc ça compte aussi, voilà. Exactement. Pas beaucoup. Allez, chers amis, on est ensemble jusqu'à 19h pour revenir sur l'actualité. Dans un quart d'heure, nous allons revenir sur cette rencontre au sommet à Anchorage. À quelle sauce l'Ukraine sera-t-elle mangée ? On en parlera et on en débattra avec notre invité et avec nos vraies voix dans quelques instants. Les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, mais avant ça, un scandale. Il n'y a pas d'autre mot. Les vraies voix Sud Radio. Le scandale de l'atteinte à nouveau à la mémoire du jeune Ilan Halimi, Anthony Martin-Smith. Effectivement, dans la nuit du 13 août au 14 août, un olivier mémorial a été arraché, tout bonnement tronçonné dans la ville d'Épinay-sur-Seine. Un olivier qui avait été planté en 2011 en mémoire à Ilan Halimi, âgé de 23 ans. Il avait été assassiné après être torturé lâchement par des barbares en 2006. Un acte abominable, un acte de lâcheté, un acte inqualifiable.
Le président Macron lui-même a dit que c'était comme chercher à vouloir le tuer une deuxième fois. Et malheureusement, ce n'est pas un acte isolé, puisqu'en 2019, 2 arbres également plantés en mémoire d'Ilan Halimi avaient été abattus à Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui, c'est absolument écœurant. J'ai plusieurs citations à vous donner. D'abord, pour le coup, un bon mot de François Bayrou qui a dit, je cite, « On ne peut pas déraciner la mémoire ». Samuel Botton. Je suis épuisé d'une part des actes de racisme et d'antisémitisme qui prennent un essor considérable sur les 2 dernières années, et je suis aussi épuisé de ces courses à la citation et à la réaction dans des moments aussi dramatiques. Avant de m'adresser aux Français juifs dont je fais partie, j'ai d'abord envie de m'adresser à la famille qui est la première concernée et qui mérite la pudeur et la dignité de ce débat. Les déclarations, ça fait 10-15 ans qu'on en entend, et pourtant c'est des faits qui continuent d'avoir lieu. C'est un problème qui est peut-être maltraité ou pas traité, je ne sais pas. Et aujourd'hui, voilà, on est encore une fois. Alors, ça me fait penser à une chronique qu'avait fait Madi, et je pense qu'on va y revenir plusieurs fois sur cette émission, sur les actes d'incivilité en France. C'est totalement une résultante. C'est juste du civisme, en fait. C'est pas une question de juifs, de musulmans ou de quoi que ce soit. C'est juste une question de civisme et d'éducation. Oui, d'éducation. Madi Saïdé. Oui, absolument, c'est terrible. Je suis révoltée, mais comme toujours. Et malheureusement, ça fait trop longtemps que ça dure. Et moi, si j'ai un message à porter à ces gens qui se permettent de porter atteinte à ce qu'il y a de plus cher, finalement, parce que comme ça a été dit tout de suite, la mémoire d'Ilan Halimi, c'est pas une question de communauté, c'est d'abord la mémoire qu'on a tous en commun. C'est celle que nous partageons. Et je veux dire à ceux qui portent atteinte à ce sanctuaire qui était, donc cet arbre qui a été planté en sa mémoire, eh ben nous on continuera à planter des forêts. On plantera des forêts justement pour préserver sa mémoire et préserver justement toutes ces mémoires qui font qu'on arrive à vivre ensemble. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Effectivement. Si je peux ajouter un mot, Jean-Marie, on peut s'attaquer aux idées, on peut s'attaquer aux personnes, mais on s'attaquera jamais à la mémoire. La mémoire, de toute façon, cet arbre, il sera replanté. Et si demain, il était de nouveau recoupé, on le replantera parce qu'on ne cédera pas face à la barbarie. C'est ça le propre même de la France, du pays, quand même, Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ici, tout le monde a sa place. Alors j'en profite d'ailleurs pour revenir sur une autre actualité qui est en ce moment, c'est l'explosion des actes anti-religieux en particulier. Alors forte augmentation d'après le ministère de l'Intérieur des actes anti-chrétiens. Alors légère baisse sur un an, et parce qu'ils ont explosé en 3 ans des actes antisémites, et importante augmentation aussi des actes anti-musulmans, très forte augmentation, puisque vous l'avez entendu dans les informations, une mosquée a été incendiée dans cette nuit, rien que cette nuit, voilà. Et le ministre de l'Intérieur dénonce pour sa part un acte anti-musulman inqualifiable. Voilà dans quel pays on vit aujourd'hui. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Avec Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont URSS, pharmacien et oie, comme une noix. Oui, comme l'animal, tiens. Le chef de la diplomatie russe arbore un t-shirt floqué URSS en arrivant en Alaska en marge des négociations Trump-Poutine. Réunion sur la guerre d'invasion russe en Ukraine. Tiens, une ancienne république soviétique. Attention, 9 pharmacies sur 10 devraient être fermées demain. Elles protestent car les remises consenties par les producteurs de médicaments génériques pourraient être plafonnées. Des remises vitales pour leur modèle économique, disent-elles. Et puis, arracher la tête d'une oie morte qu'on promène suspendue à travers son village. C'est cruel, dit la fondation Brigitte Bardot. Non, c'est une tradition locale, lui répond la maire de cette commune ardéchoise. Les vraies voix Sud Radio. Disons-le clairement, on a déjà connu des messages plus subtils. Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé en Alaska dans un t-shirt floqué CCCP, autrement dit URSS en cyrillique. Alors on savait le pouvoir poutinien nostalgique de la grandeur soviétique, lui qui a fait rétablir l'air de cet hymne d'Alexandrov avec des paroles démarxisées tout de même. Lui aussi qui a rétabli le drapeau rouge avec la faucille et le marteau pour les commémorations, mais aussi dans la garde présidentielle de Vladimir Poutine au Kremlin, rien que ça.
une nostalgie de l'Empire ou de l'Union soviétique dont les ressorts ont à voir évidemment avec cette guerre d'invasion russe dont Vladimir Poutine et Donald Trump parlent en tête-à-tête. Négociations en vue d'un éventuel cessez-le-feu ou osons les grands mots d'une paix durable, même si les Ukrainiens craignent clairement de voir Trump et Poutine leur faire un peu des enfants dans le dos. Lavrov, lui en tout cas, vient de changer de t-shirt, vous le saurez, et il tient à dire que la Russie s'engage à pas grand-chose pour le moment. Nous ne faisons jamais de prédictions à l'avance. Nous savons que nous avons nos arguments, notre position est claire, sans ambiguïté, nous la présenterons. En fait, beaucoup a déjà été accompli lors des visites de l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff. Voilà, Sergueï Lavrov, a priori tout a déjà été réglé avant si on l'écoute bien. On rappelle que Trump avait promis d'organiser plus tard une réunion tripartite, cette fois en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, puisque pour le moment aujourd'hui, c'est un tête-à-tête États-Unis-Russie. Oui, qui doit commencer à partir de 21h, heure de Paris, et non d'Anchorage. Alors pour une fois, je suis peu connu pour ma poutinolâtrie, mais ça m'a fait rigoler, moi, cette provocation, le t-shirt URSS, parce que c'est tellement caricatural que c'en est drôle, Anthony Martin-Smith. Oui, là je vous avoue que je suis un peu bouche bée, sidéré, décontenancé, parce que en tout cas, il a été suffisamment malin pour se dire qu'il y en a qui repéreraient le symbole, et donc je trouve que ça annonce quand même la couleur sur la teneur des discussions avec Donald Trump. Et à mon avis, on ne va pas avoir beaucoup de surprises à l'issue de ce sommet. Écoutez, si Donald Trump est malin, il vient avec un t-shirt à l'effigie de Ronald Reagan. Ça rappellera des bons souvenirs aux Russes, je pense. Ouais. Deuxième mot dans l'actu, mon cher Félix Mathieu, pharmacie. Oui, jusqu'à 9 officines sur 10 seront fermées demain dans certains départements. Mouvement de grève contre la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Baisse décrétée par le gouvernement. Les officines dénoncent comme dangereuse la fin de cette remise, dangereuse pour l'avenir de leur réseau. Parce qu'en gros, les producteurs de génériques, régulièrement leur font des remises jusqu'à 40%. L'idée serait que ça soit plafonné désormais à 30%. Sauf qu'elles comptent vraiment, les pharmacies, on le sait peu, sur ces remises pour vivre. Ça contribue à leur marge au quotidien. Plus d'argent pour les labos, moins pour les officines, disent-elles. Elles craignent donc de fermer. Un des syndicats annonce aujourd'hui ce chiffre tout de même. 92% des pharmacies pourraient être fermées demain dans l'Hexagone. Donc si vous avez besoin d'aller chercher vos médicaments, c'est peut-être une bonne idée, là, tant qu'elles sont encore ouvertes, de vous y rendre. Oui, à nous de vous faire préférer le 15 août, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, parce qu'il y a de bonnes chances qu'elles soient fermées aussi le 15 août. C'est vrai que vous avez raison, elles sont peut-être fermées aussi aujourd'hui. Ça. Et merci en tout cas de nous avoir prévenus. Comme ça, au moins, on fera... C'est facile de faire la grève un jour férié. C'est ça, exactement. Samuel Botton. Ça restera comme un jour noir où la France a manqué de Doliprane. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour la bonne cause après, pour essayer de remettre les pharmaciens à un certain niveau et leur permettre de pouvoir évoluer. Il y a la question de la santé, évidemment, pour les Français, qui est prédominante. Et même si on a un excellent système social en France, ça démontre aussi que se soigner, ça coûte cher, que ce soit pour le consommateur, pour celui qui fournit les médicaments. Et au milieu, il y a toujours la même composante et la même problématique qu'on peut apposer sur d'autres sujets comme l'industrie agroalimentaire. C'est la question des industriels. Et en l'occurrence de l'industrie pharmaceutique, des modes de Rapprochez-vous bien du micro. Des modes de consommation, de production et des prix de vente qui sont mis en place à ce niveau-là. Allez, tout de suite, on va vous emmener sur un troisième mot qui est très particulier. Oui. C'est choisi par Félix Mathieu, c'est le terme oie, non pas les oies du Capitole. Alors c'est pas waouh, c'est l'animal. Pas les oies du Capitole, les oies d'Ardèche. En Ardèche, une fête de village nommée la course à l'oie attire autant de curieux que de critiques. La Fondation Brigitte Bardot dénonce cette pratique que vous allez nous décrire. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Félix Mathieu, bonsoir à tous. Pratique qui consiste à, tenez-vous bien, arracher à la main la tête d'une oie préalablement abattue. Effectivement, la course à l'oie aujourd'hui fait polémique. Cette tradition ardéchoise déchaîne les passions et comme chaque 15 août, le village de Vanosque prévoit de perpétuer ce jeu ancien et controversé. Il consiste, comme vous l'avez dit Félix, à arracher à main nue le cou d'une oie pendue par les pattes. À savoir qu'il y a plusieurs années, l'animal était encore vivant. Aujourd'hui, le jeu a évolué. L'oie est préalablement abattue. À l'époque, les participants l'arrachaient depuis le dos d'un cheval et désormais, ils sont à bord d'une vieille voiture à toit ouvrant.
restaurant. Seulement, la fondation Brigitte Bardot a alerté en début de semaine sur ses réseaux sociaux sur, je cite, cette tradition cruelle. Alors pour le maire Dominique Mazingarbe, pas question de l'interdire. Cette fête a déjà beaucoup évolué. Elle fédère le village, défend-il, et il accuse même l'association d'avoir un regard méprisant sur le monde rural. La fondation Brigitte Bardot appelle de son côté à tourner la page de ces jeux d'un autre temps. Précision signée Paul Vinel pour Merci. Sud Radio. Bon, elle est plus vivante, Loi. Oui, voilà, ça donne ça alors. peut arriver. Ça vous choque ou pas, vous, Madi Saïdi? Oui, c'est toujours compliqué de trouver un juste milieu entre la tradition et la protection animale, même si on demande souvent aux personnes qui perpétuent cette tradition de les faire évoluer, mais c'est justement compliqué parce que le propre de la tradition, justement, c'est de l'appliquer telle qu'elle est. Alors, est-ce que ça me choque Après, vous n'êtes pas obligé d'y jouer. Hein. Non. Moi, comptez pas sur moi, c'est impossible que j'y joue. Est-ce que ça me choque? Oui et non. Ce qui me choque, c'est le fait que ça se fasse comme ça devant moi. Moi, une chose est simple, on tue un animal devant moi, je ne le consomme pas. C'est pas possible. C'est vrai? Ah non, oui, non, moi c'est pas possible. C'est vrai? Ah oui, ah non. Bon, ceci, vous avez le droit aussi. Ah non, pour moi c'est pas possible. Et heureusement, on n'est pas tous amenés à le faire tous les jours. J'ai beaucoup de mal avec ça. Néanmoins, la tradition pour moi ça a du sens, c'est important, c'est une marque d'identité. Et je peux comprendre que des gens restent attachés à leur tradition. Vous n'êtes pas forcément pour interdire ce qui ne vous plaît pas, quoi, non, si je vous suis bien. Si on était cynique, on dirait que c'était encore plus cruel quand Loi était vivante. Ouais, pour le coup, là, au moins, et quelque part, il y a eu un effort qui a été fait. Mais c'était cruel tout court quand Loi était vivante. Là, elle sent rien. Donc, Pendant ce temps-là, personne ne pense aux férias. Aux férias, oui, c'est vrai. Si. Oui, bon, on en a parlé quand même. Écoutez, ce qui s'est passé à Béziers notamment. Des fausses bonnes sœurs qui sont venues devant le maire Robert Ménard avec une affiche anti-corrida. Il n'était pas content d'ailleurs, mais ça se passe tous les ans aussi. Anthony Martin-Smith, un mot? Mais ce qui est dur, en fait, c'est que effectivement, on parle de ruralité. Moi, certains membres de ma famille vivent à la campagne, et quand j'étais petit, j'ai assisté à des scènes, non pas de jeu où on arrachait la tête, mais par contre, si vous vouliez manger un poulet, vous lui coupiez la tête à main nue. Moi, ce sont des images que j'ai toujours, que je trouve choquantes, mais ce sont des traditions et c'est difficile d'aller contre la tradition si elle permet de fédérer. Et en même temps, il faut aussi reprendre le respect de la vie animale, quand bien même, ou la mémoire, en tout cas. Exactement. Allez, merci en tout cas, Anthony Martin-Smith. Merci à Félix Mathieu pour ces 3 mots dans l'actu. Avec grand plaisir. Très zoologique cette semaine. On s'intéresse aux animaux. C'est vrai qu'on a fait des poules, des serpents, des poissons. On a parlé des oies. L'Arche de Noé de Félix Mathieu. Un animal. Restez avec nous dans quelques instants, direction Anchorage. À quelle sauce l'Ukraine sera-t-elle mangée? C'est ce qu'on va voir avec notre invité, avec notre vraie voix du jour, et vous tous au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 19h avec Anthony Martin-Smith qui revient à pas de loup. C'est drôle, vous savez, c'est comme en classe quand un élève arrive en retard dans la classe. Mais j'ai mon carnet, monsieur. Oui, voilà. Mais très bien, vous allez voir le CPE et puis vous reviendrez me voir après. Non, parce que De Villepin, c'est fini. Exactement. Allez, on est ensemble jusqu'à 19h, y compris pour débattre de l'actualité grave avec toutes nos vraies voix, et tout de suite direction l'Alaska. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. À quelle sauce l'Ukraine sera-t-elle mangée? Vous l'avez vu ou peut-être entendu, le ministre des Affaires étrangères russe qui arrive à Anchorage en t-shirt, avec un t-shirt floqué URSS, comme au bon vieux temps où l'Ukraine dépendait du pays qui était gouverné depuis, Moscou. À quelle sauce l'Ukraine sera-t-elle mangée? On va en parler avec notre invité David Rigoulet-Rose. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre un 15 août. C'est très agréable à vous, c'est très gentil à vous de nous rejoindre sur Sud Radio. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bon, d'abord, je sais que c'est anecdotique, c'est qu'un t-shirt, c'est une provocation. Est-ce qu'il faut lui donner une signification ou c'est une anecdote, cette histoire? Ouais, c'est pas anecdotique, hein. En soi, c'est tout un programme, si on peut dire, par rapport au attendu potentiel de la rencontre. On voit bien que en toile de fond, ça renvoie à tout un passé. C'est pas seulement la Russie. Et il faut avoir en mémoire une formule de Vladimir Poutine qui disait que la plus grande catastrophe du XXe siècle avait été la désintégration de l'Union soviétique. Faut jamais perdre de vue de ça pour comprendre la psychologie du président russe aujourd'hui. Alors après, on peut comprendre, disons, le chauvinisme ou le patriotisme d'un Russe qui regrette l'époque pas si lointaine où son pays était beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant, David Rigoulet-Rose.
Oui, bien sûr. Mais enfin, là, il y a une logique d'affichage qui est marquée, qui est évidemment pas accidentelle. Oui. Sans aller jusqu'à dire que c'est provocateur. En tout cas, c'est effectivement dans la sémiotique politique, ça signifie quelque chose de effectivement qui n'est pas purement accidentel. On peut d'ailleurs rappeler qu'au début des années 90, l'Ukraine avait voté par référendum son indépendance. Toutes les régions de l'Ukraine, oui, toutes, même la Crimée, même si c'était beaucoup moins, avaient voté en faveur de l'indépendance ukrainienne. Et même évidemment les provinces du Donbass. Anthony Martin-Smith. Vous pensez que là, le sommet à Anchorage va permettre de sortir avec une issue favorable pour l'Ukraine, même si personnellement j'en doute fortement, ou est-ce que c'est Vladimir Poutine qui, une fois encore, va en sortir vainqueur ? En tout cas, il vient en position de force. Et quand on regarde la composition de la délégation russe, elle est extrêmement importante, avec la plupart des responsables russes. Et il y a forcément l'équivalent du côté américain. Du côté américain, il y a Marco Rubio, John Ratcliffe, chef de la CIA, Scott Bessent pour les finances, le Trésor. Mais en face, vous avez Sergei Lavrov, vous avez le ministre de la Défense, vous avez la directrice de la Banque centrale russe, vous avez... Kellogg's n'est pas là. Pardon ? Kellogg's n'est pas là, qui lui a une position très pro-ukrainienne. Et Kellogg n'est pas là, justement. Donc, on peut penser que les Russes ont préparé de longue date, en tout cas de manière très précise, la conférence en question, en tout cas entre les deux hommes, ce qui n'est pas forcément le cas du côté américain, qui sont, en tout cas pour le président Donald Trump, plutôt dans le spectaculaire. Il a évoqué le fait qu'il y avait 25% de risque d'échec. Oui. C'est dire que il a comme des doutes sur, même si dans la rhétorique il considère qu'il est susceptible de rétablir des sanctions. Simultanément, de manière assez erratique, il dit qu'il s'entend très bien avec Vladimir Poutine. Donc il y a un gros point d'interrogation sur évidemment les attendus potentiels de cette rencontre. Et d'ailleurs, question pour vous, David Rigolet-Rose, de Samuel Botton. Oui, tout à fait. On a eu droit à une succession de sommets, de discussions entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que on n'approche pas inéluctablement de Donald Trump qui s'apprête à lâcher l'Ukraine, peut-être pas ce soir, mais dans les prochains mois, parce que aujourd'hui finalement il se heurte à un mur, et les différentes discussions qu'il y a eu précédemment l'ont montré. Je pense notamment à Poutine qui préparait une attaque 2 heures après une rencontre avec Donald Trump, ou la dernière rencontre entre les diplomates qui s'est passée de manière totalement ubuesque. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'approche pas un peu de la renonciation américaine ? De toute façon, le désengagement américain, il est largement entamé. Il date pas de la rencontre justement entre les deux hommes depuis plusieurs mois, et d'ailleurs c'est accentué par la position du vice-président J.D. Vance, qui le week-end dernier disait que les Américains n'ont plus envie de dépenser leurs dollars pour des enjeux qui sont pas les leurs, et que si les Européens considéraient que c'était important, c'était à eux de s'investir davantage. Ce qui peut paraître logique sur le principe d'ailleurs, mais oui. J'aimerais que Madi Saïdi vous pose aussi une question, si vous le permettez, David Rigolet-Rose. Oui, est-ce que ce duel entre justement Donald Trump et Vladimir Poutine n'est pas quelque part le début d'un nouveau dessin des relations internationales voulu par Donald Trump ? Les deux. En réalité, Donald Trump, il veut un rapprochement avec la Russie depuis le début, et l'Ukraine est une hypothèque sur ce rapprochement. Et on l'a vu avec les déclarations justement contradictoires qu'il a pu formuler à l'endroit non pas directement de Vladimir Poutine. Il a toujours pris soin de faire attention justement à Vladimir Poutine, mais en tout cas de la politique qui était menée par la Russie. Pour autant, du côté russe, c'est la même chose. Il y a le souci de rapprochement effectivement direct pour retrouver en fait l'ancien format de la guerre froide, alors même qu'on n'est plus du tout dans la même configuration. Mais ce que ne veut surtout pas Vladimir Poutine, c'est qu'il y ait des interférences justement avec les Européens. Donc il est comme Donald Trump dans une logique interpersonnelle transactionnelle, ça lui convient très bien. Simplement, la situation de l'un n'est pas la même que l'autre, parce que Vladimir Poutine sait que Donald Trump veut se désengager. Alors que lui est résolument engagé dans la poursuite de ses objectifs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Anthony. Moi, je voudrais revenir aussi sur quelque chose dont on parle très peu depuis quelques mois, et pourtant ça n'arrête pas de revenir en boucle dans ma tête, la connivence entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Sergei Lavrov disait justement dans l'extrait de Félix tout à l'heure que tout était déjà plus ou moins calé. Vous dites, là vous rappelez vous-même qu'il y a 25% de chances que ça échoue.
qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de croire que Donald Trump serait un agent infiltré pour Vladimir Poutine, ou en tout cas sous influence de Vladimir Poutine, indépendamment que les États-Unis veulent séparer la Russie de la Chine? Oui, il y a eu des rumeurs de longue date qui évoquaient effectivement depuis une vingtaine, sinon une trentaine d'années, une complaisance, certains diront une complicité vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Il demeure que par-delà la personne, de toute façon, il y a des enjeux nationaux pour les Américains. Donc les deux ne sont pas en symbiose totale. Mais incontestablement aujourd'hui, il y a une logique justement incarnée par les deux hommes. Et ça va au-delà de repositionnement du système international avec une logique géocontinentale, une répartition. Alors d'aucuns parleront de Yalta, mais c'est pas du tout comparable. On est plus dans le même monde justement. D'abord parce que ils ne sont plus tous les deux tout seuls. Il y a la montée en puissance des BRICS, il y a la Chine, il y a l'Inde, et donc aujourd'hui il y a une scénographie, mais qui n'est pas forcément le reflet des réalités géopolitiques mondiales actuelles. Quand Donald Trump, ce sera ma dernière question, et ensuite nous allons vous libérer, David Rigolet-Rose. Quand Donald Trump dit « je ne suis pas venu ici pour négocier pour l'Ukraine », c'est une manière quand même d'annoncer la couleur. C'est très ambigu comme formulation. Ça laisse entendre qu'il est là pour effectivement. Ça peut être interprété dans les deux sens en réalité. Et il entretient le flou délibérément parce qu'il veut pas être taxé effectivement d'avoir cédé à Vladimir Poutine, qui fera en sorte de ne pas donner cette impression parce qu'il connaît son interlocuteur. Il sait le thé. Vladimir Poutine est un joueur d'échecs, ce que n'est pas Donald Trump, qui est plutôt un joueur de poker, qui est sur le temps court, qui veut un résultat spectaculaire même si c'est pas un résultat de fond. Donc il pourrait y avoir une entente minimale, mais qui ne résoudra pas la question de fond, justement sur par rapport à l'Ukraine. Comme ce qui s'était passé d'ailleurs avec la Corée du Nord, qui n'avait pas du tout mis fin au programme nucléaire nord-coréen malgré la poignée de main. Merci beaucoup, David Rigolet-Rose. On aurait de cesse de dire que Vladimir Poutine est un judoka et Donald Trump un bouffeur de burgers. Mais bon, vous êtes anti-américain maintenant, vous. Mais je suis à moitié. Vous êtes à moitié américain. Comment vous pouvez dire ça? Merci beaucoup, David Rigolet-Rose, d'avoir interrompu vos vacances. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de l'excellente revue Orient Stratégique. On est toujours avec nos vraies voix, Madi Saïdi, Anthony Martin-Smith, Samuel Botton et puis Alain qui est avec nous au 0826 300 300 depuis Lyon. Alain. Oui, rebonjour. Ben, rebonjour, vous êtes toujours là en tout cas. Comment vous appréhendez cette rencontre? Le terme Yalta a été employé par votre intervenant tout à l'heure. Moi, je partage cette position, parce qu'on a l'impression que Trump veut son Yalta. Simplement, Trump n'est pas Roosevelt, Poutine n'est pas Staline. Et heureusement d'ailleurs. Oui, et il manque Churchill, oui, mais enfin, en termes de couverture de personnage, c'est pas la même carrure, quoi, c'est pas le même volume. Et il manque Churchill de l'autre côté, c'est-à-dire que l'Europe est totalement absente, alors que ça touche un pays européen, comme la Seconde Guerre mondiale concernait l'Europe avant toute chose. Et là, on a un Américain qui vient de ne sais où, qui se prend pour je ne sais qui et qui décide de tirer un trait sur l'Europe comme si on n'avait jamais existé, alors qu'on a quand même fait l'histoire du monde depuis ces 2000 dernières années. Alors il y a d'autres pays, bien sûr, il y a la Chine, tous les pays arabes et compagnie qui ont tenu beaucoup de place, mais enfin, résoudre un conflit européen sans un Européen, il y a quand même matière à se poser des questions. Peut-être que le problème commence déjà là, quoi. Alors, j'ai essayé de me faire l'avocat de Donald Trump aussi, puisque tout le monde le tape un petit peu ce soir, et puis c'est aussi mon rôle. Est-ce que c'est pas absurde, quand on se met du côté d'un Américain, de se dire, après tout, l'intérêt de mon pays, c'est plus en Europe, comme après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt vers l'Asie, et dans cette optique, j'ai peut-être besoin d'avoir de meilleures relations avec les Russes, quitte à sacrifier un petit peu une partie de l'Europe, parce que c'est plus mon problème. Tiens, Samuel Botton, ça vous fait réagir? Oui, parce que ça symbolise une partie de l'échec de la réélection de Donald Trump. Donald Trump, il s'est fait réélire sur 2 points. Le premier, c'était le sentiment de déclassement qui touchait les Américains au moment où il y a eu cette élection. Et il a été très fort. Et l'autre point, et qui a d'ailleurs été soutenu plus ou moins par la communauté internationale jusqu'à chez nous, c'est de dire Donald Trump, c'est celui qui va régler tous les problèmes géopolitiques que nous avons actuellement, que ce soit le conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et la Palestine, et bien d'autres choses.
image dont il a lui-même énormément joué. Et à l'arrivée, pour reprendre une formule que j'avais déjà utilisée sur la négociation avec l'Europe, Donald Trump, c'est un joueur de poker, mais c'est un mauvais joueur de poker. Et il a trouvé plus mauvais. Oui, il a trouvé plus mauvais que lui avec Roberta Metsola et Ursula von der Leyen. Mais là, il va se frapper un joueur d'échecs, comme ça a été dit, et ça va être une autre paire de manches. Et je ne peux pas imaginer autre chose qu'un sommet, alors qui n'a rien d'un Yalta pour moi. Hein. C'est-à-dire, c'est un sommet qui restera anecdotique. On en a déjà eu des comme ça, il y en aura d'autres. Il y aura. S'il y a un cessez-le-feu à la guerre en Ukraine, ce sera déjà un peut-être un cessez-le-feu aérien, mais ce sera un cessez-le-feu qui arrangera Poutine et non pas les Ukrainiens, puisque eux, c'est leur principal levier de recours. Donc aujourd'hui, je n'imagine pas autre chose que soit une absence d'accord totale, soit Donald Trump qui s'apprête effectivement, définitivement à lâcher l'Ukraine et à faire un bébé dans le dos avec une fausse paix sur le front. Madi Saïdi. Moi, je trouve que Donald Trump, finalement, il est dans son rôle. Ouais. Donald Trump, il est dans son rôle, un président élu comme il a été élu. Il est là pour défendre les intérêts de son pays. Et a priori, il le fait plutôt bien, même si en France, alors on le traite de tous les noms. Néanmoins, ça tombe bien, on n'est pas du même pays, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes intérêts. Absolument. Mais la vérité, c'est qu'il défend les intérêts des États-Unis et il le fait avec des moyens qui peuvent paraître un petit peu choquants parce qu'il a une attitude qui n'est pas celle des politiques français. Et moi, je crois que Donald Trump est dans son rôle. Et comme il a été dit tout à l'heure, moi je pense que Donald Trump aussi essaie de reconstruire un nouveau type de relation en fait, en termes de relations diplomatiques avec la Russie, peut-être avec la Chine si un jour ça fonctionne. Ça c'est moins sûr. En revanche, je crois qu'il pourrait sortir quelque chose. Alors une paix durable, j'en suis pas sûr, mais peut-être même un accord partiel. Et là, du coup, pour Poutine partirait presque vainqueur en disant, ben voilà, moi, j'ai pas bougé de ce que je disais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Tiens, on va demander à notre ami américain. On a une vraie voix à moitié américaine, même si ça lui arrive d'être anti-américaine, mais ça, c'est son côté français qui ressort. Anthony Martin-Smith, c'est quoi globalement, concrètement même, les intérêts des États-Unis dans cette affaire? Les intérêts des États-Unis, c'est évidemment de séparer la Russie de son alliance avec le bloc asiatique, avec la Chine, surtout la Chine. Évidemment avec la Corée du Nord, puisque la Corée du Nord, on le sait, fournit de l'armement, mais aussi de la chair à canon pour Vladimir Poutine. Et donc les États-Unis, là où Madi a raison, c'est que Donald Trump, il essaye d'isoler la Russie du reste de l'Asie. Et il le fait en totale cohérence avec sa politique de taxes douanières. Quand on sait, par exemple, que sur l'Inde, il applique, je ne sais plus à combien il s'était arrêté, parce que ça change toutes les deux semaines, mais je crois qu'on était à 150% pour la Chine, 75% sur l'Inde. Et avec le Brésil, ça va mal aussi, oui. Et il voit en fait ces acteurs-là comme des concurrents à l'industrie américaine, et lui, son seul intérêt, sa seule vocation, c'est que l'industrie américaine reprenne, que le dollar soit plus faible pour une exportation plus forte. Alain ? Oui. Vous êtes toujours avec nous ? Oui, bien sûr. Pour Yalta, justement, je vous le disais tout à l'heure, Trump veut son Yalta, mais il ne l'aura pas parce qu'il n'est pas à la hauteur. Puis il n'y a pas de Yalta, comme l'a parfaitement fait remarquer votre intervenant suivant. Et quant à aujourd'hui, Trump, je ne sais absolument pas ce qu'il poursuit, il change d'opinion toutes les 5 minutes. Je ne sais même pas s'il a une opinion. Là, je parle en tant que grand public. Hein. Je ne suis pas spécialiste de la situation. Mais j'ai un regard grand public. On a vraiment l'impression d'une personne qui part dans tous les sens, qui est capable absolument de dire tout et son contraire en l'espace de 5 minutes. A-t-il seulement une stratégie? Il veut l'America Great Again, très bien. Mais ça touche l'Europe. Maintenant, il y a 3 pôles économiques majeurs dans le monde. Avant, il y en avait 2. Il y a les États-Unis, bien sûr. Il y a l'Europe dans son ensemble, et il y a la Chine aujourd'hui qui a pris un marché, qui a pris une place équivalente. Donc c'est plus une partie à 2, c'est une partie à 3. S'il exclut une des 3 parties, il y a un déséquilibre qui se crée. Je vois pas comment une solution va pouvoir. Et qu'est-ce qu'on devrait faire d'après vous dans ce cas-là, puisqu'après tout l'Europe c'est nous? Déjà virer Von der Leyen, qui ne représente de rien du tout, qui n'est pas élu, qui est personne. Donc arriver déjà à ce qu'on élise une personne qui nous représente tous, peut-être reprendre déjà le problème à la base. Si on n'y arrive pas, revoir ce qu'on peut faire de l'Europe. Tant qu'on n'a pas réglé le problème entre nous, c'est sûr qu'il y a porte ouverte pour des gens comme Trump. Il n'a pas d'interlocuteur officiel ou officieux ou sérieux ou ce que vous voulez. Et donc il en profite. On ne peut pas lui enlever ça. Et c'est de bonne guerre. Après, c'est vrai que ça ne dépend pas de la Commission européenne, ce genre de rapport. Mais les pays européens, voilà. Par exemple, qu'est-ce que la France, l'Allemagne, l'Italie, voire la Grande-Bretagne, même s'ils ne sont plus dans l'Union, devraient faire pour vous, Anthony Martin-Smith?
Déjà s'entendre sur une Europe de la défense, ça serait déjà pas mal, mais on n'arrive déjà pas à s'entendre sur des choses comme le Mercosur ou d'autres sujets. Ou sur l'avion franco-allemand. Par exemple. Donc, mais j'ose espérer que quand on voit l'ours russe arriver aux abords de nos frontières, on commence à se dire, effectivement, là ça commence à puer pour nous, il va peut-être falloir qu'on arrive à s'entendre. Je veux croire à ça. Je crois que notre président Macron, en tout cas, joue bien et remarquablement bien cette partition-là. Vous trouvez-vous ? Oui, je trouve que la partition d'essayer de rassembler l'Europe sur cette question de l'armée, une armée européenne, ou en tout cas une défense de l'Europe, il mène ce combat avec toujours la même cohérence depuis d'ailleurs sa déclaration qu'il avait faite en février l'année dernière, où il disait que... Pardon, excusez-moi, qu'il serait grand temps justement de montrer les dents vis-à-vis de la Russie. Donc, non, je crois que là-dessus il est assez cohérent et c'est peut-être là où il réussit le mieux, c'est politique. Oui, pourtant on a tout entendu aussi d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous l'époque, il a changé d'avis plein de fois. C'est le seul à être allé voir Vladimir Poutine à quelques heures. Oui, il y a même un moment où il en faisait trop. C'est beaucoup trop. Au tout début du conflit, les séances photos qu'on a eues. Oui, mais attendez, rappelez-vous pourquoi. Non, mais c'est parce qu'on était en pleine campagne aussi électorale. Et c'est une chose, mais après il y a les relations diplomatiques internationales et le rôle qui est le sien. Et à ce moment-là, pour moi, il s'est mis dans une position de faiblesse, voire même de demande vis-à-vis de Poutine. C'est tout ce qui a transpiré de sa communication. Et par contre, je rejoins totalement Anthony sur la deuxième partie du combat qu'il a eu à mener. Et je pense qu'il a même acté le fait qu'une défense européenne, ça serait très compliqué. Et c'est pourquoi il axe sur la question de la défense en France. Le mot de la fin avec Madi Saïdi. Eh bien, écoutez, moi je vais vous décevoir, mais moi je trouve que vous décevez personne. Moi je trouve que Emmanuel Macron. On est presque là pour s'engueuler, hein. C'est ça le débat. Vraiment, je trouve qu'Emmanuel Macron joue mal son jeu. Alors évidemment, il fait de belles déclarations. Néanmoins, à un moment, il faut passer aux actes. Moi, je trouve justement qu'en Europe, la voix de la France, eh ben, on l'entend plus comme elle a été. Ou alors elle prêche dans le désert aussi. Absolument. Effectivement. Bon, écoutez, on en reparlera. En tout cas, on va suivre heure par heure, minute par minute, l'approche de cette rencontre. Et évidemment, on l'analysera demain dans le Grand Matin Week-end de Laurence Garcia. Restez avec nous, les amis. Restez avec nous également, Alain, depuis Lyon, parce que dans un instant, on va vous cuisiner, mon cher Alain. On va voir si vous avez suivi l'actualité depuis Lyon. À tout de suite. Je suis nul là-dedans. C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est bien, nous aussi, mais personne ne le sait. Voilà, à tout de suite. Bienvenue à tous dans Les Vraies Voix. Si vous nous rejoignez, Madi Saïdi est avec nous. Nous sommes également avec Samuel Botton et Anthony Martin Smith qui est en train de caresser sa gentille chienne guide Népia qui est avec nous dans le studio. Vous ne l'entendez pas, mais c'est un amour. C'est quoi comme race de chien d'ailleurs ? C'est un Flat Coat Retriever. C'est-à-dire ? C'est un chien de race anglaise. Vous voyez un peu Labrador. Elle est croisée un peu Golden aussi, donc elle est très, très plate. Ouais. Très haute sur pattes, très fine. Et elle est toute noire. Et elle est magnifique. C'est un peu la mascotte des Vraies Voix ce soir. On est aussi avec Alain de Lyon. Bon Alain, au 0826 300 300, vous m'aviez dit que vous étiez nul sur l'actu ? Ah, complètement, oui. Bon, mais vous allez voir, c'est pas grave, nous aussi. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Bon, je vais vous aider quand même un petit peu, Alain. Je vais citer plusieurs personnages publics, français ou étrangers, qui ont eu des mots assez précis. Et c'est à vous de répondre en premier, si vous le reconnaissez, si vous avez le bon. Soit vous n'avez pas la réponse, ou vous vous trompez, dans ce cas-là, on laisse répondre les vraies voix. Soit vous l'avez, et puis vous avez un point. On est bon ? Ah oui, on va jouer, il faut dire. Alors, vu comment vous êtes calé sur les Canadaires, je crois qu'on est tombé sur le Jean-Claude Duss du quiz de l'actu. Mais sur un malentendu, vous pouvez gagner, vous savez pas qui vous avez en face. Vous allez déjà que je connaisse les noms pour pouvoir répondre. Qui a pu déclarer ceci ? Je cite, « Je suis déçu car une poignée de pays guidés par des intérêts financiers de court terme et non par la santé de leur population et la durabilité de leur économie ont bloqué l'adoption d'un traité ambitieux contre la pollution plastique. Qui a pu dire ça ? Vous êtes écolo, Alain ? Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition écologique. Bah alors, vous êtes écolo, Alain ? Ah oui, non, mais je suis pas du tout l'actualité, donc on est d'accord, j'ai levé la main quand même. Je vais essayer de vous aider. D'accord ? Quand c'est comme ça, on peut avoir un demi-point éventuellement. Moi, je peux partager avec Allez, 0,5 points pour Samuel Botton et pour Anthony Martin Smith. Ah, c'est parce sport, que je suis de bonne humeur. Merci. Qui a pu dire, d'après vous, je vais me fier à votre intuition, je cite, cette rencontre va ouvrir la voie à une autre, mais il y a 25% de chances que la rencontre en Alaska ne soit pas un succès. Qui a pu dire ça ? Alain et seulement Alain.
Je ne sais pas. Vous venez d'en parler à l'antenne. Donald Trump. C'est Trump. Vous venez d'en débattre. Je sais que vous suivez pas l'actualité, mais il y a 5 minutes, vous en parliez vous-même, Alain. Même moi, j'ai pas suivi l'actualité, mais je l'ai entendu. Alors. Allez, on continue. Qui a pu dire Alain et seulement Alain, je cite, je ne suis pas ici pour négocier pour l'Ukraine, Alain. Ah non, c'est facile. Alors Trump. En fait, vous savez quoi, je crois qu'Alain, il joue à Candy Crush pendant qu'on débat. Vous m'avez donné celle-là, vous l'avez faite pour moi. Oui, j'ai presque fait pour vous. Je vais continuer comme ça. Qui a pu dire, dans une lettre imaginaire qu'il a écrite aux soldats inconnus, je le cite, ceux qui sont tombés pour la France ont le droit d'exiger des Français d'aujourd'hui qu'ils la relèvent. Qui a écrit une lettre imaginaire qu'il a rendue publique, une lettre imaginaire aux soldats inconnus? Oh, c'est du style Macron, ça, je sais pas. Ça aurait pu, mais c'est pas lui. C'est quelqu'un qui aime bien les uniformes. Ah, Attal. Pas nécessaire. Alors pourquoi lui? Parce que c'est lui qui a réhabilité l'uniforme à l'école. Pardon, oui. Effectivement, j'ai cru que c'était une balle perdue. Mais je l'ai pris dans le mauvais sens. Très bon, Samuel. C'était Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Et j'ai dit, il n'aimait pas les uniformes forcément militaires. En revanche, ceux de la police, oui. C'est pas grave, Alain. Il a vraiment écrit un courrier. Oui, une lettre imaginaire en hommage aux soldats inconnus. Il a eu une grosse journée aujourd'hui. Non, pour réparer l'infamie qui a été commise par le type que je ne qualifierais pas, qui a osé allumer sa cigarette pendant le mois de juillet sur la flamme à la mémoire du soldat inconnu. Voilà. Bon, Alain, vous avez gagné un point, c'est déjà pas mal. C'est Anthony qui a gagné ce soir. Yes. Merci à vous. Profitez bien de la ville de 3 Lyon sur 5. Et supportez la chaleur surtout. Allez, restez avec nous. Les vraies voix reviennent dans quelques minutes. Juste après les infos de 18h, on vous retrouve. Je vous rappelle, notre autre débat, il concerne la route et la mortalité routière. Comment la faire baisser à nouveau? On en parlera avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bandry. Les vraies voix sur Sud Radio pour la deuxième heure. Bon, c'est toujours la deuxième mi-temps. Il n'y a pas de mi-temps en judo, Anthony Martin-Smith? Non, mais par contre, on a des prolongations et les matchs peuvent durer jusqu'à 10 minutes sans s'arrêter. Jusqu'à 10 minutes? Ouais. C'est rien du tout. Oula, petit joueur. Je vous garantis que vous commencez à avoir les poumons dans la gorge à partir de 3 minutes sur un combat quand vous n'êtes pas très bien entraîné. À ce point-là? Non, c'est très très difficile un combat de judo, vous êtes à 100% tout le temps. Ouais. Et quand on est un petit peu les vieux briscards comme moi, on fait en sorte de bien se déshabiller à chaque fois qu'on est sur une séquence d'attaque, comme ça on se rhabille. Parce que du coup, vous mettez plus de temps à vous rhabiller pour que la séquence d'après puisse redémarrer. Ah, vous trichez? Non, je joue avec le chronomètre. C'est de la stratégie. J'aurais dû faire ce sport, en fait, je savais pas qu'on pouvait tricher, sinon je l'aurais fait. On ne triche pas, on joue avec le chronomètre. Bon, on peut pas tricher à vélo bassi quand on met un moteur électrique. Quand on met un moteur ou quand on fait d'autres choses. Ou quand on fait d'autres choses. Pour ne pas les citer. Mais ça a permis à quelqu'un de gagner cette Tour de France. C'est vrai, mais ça a été effacé. C'était Lance Armstrong qui s'était dopé, mais son palmarès a été effacé. On est aussi avec Madi Saïdi qui est avec nous. Madi Saïdi, toujours beau. Vous trichez pas, vous faites pas de sport? Non. Vous marchez, mais vous trichez pas? Ah non, moi je triche pas. Vous ne trichez pas? Ah non, jamais. Même quand vous jouez au Monopoly? Ah non, jamais. Vraiment? Non, la victoire, je la savoure parce que je la gagne dignement, honnêtement. Ah non, moi je triche pas. Mais moi aussi, on m'accuse de triche là. Oh. Ah non, vous n'avez pas triché. Non, c'est de la stratégie. C'est stratégique, voilà, bien sûr. Absolument. Bon, mais écoutez, en tout cas, voilà, vous saurez à quoi vous attendre le jour où vous devez jouer contre des vraies voix. Les vraies voix sont avec vous jusqu'à 19h. Au programme, la sécurité routière. Alors que la mortalité routière a de manière très importante augmenté ce mois de juillet sur un an. Que faut-il faire pour qu'elle baisse à nouveau? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous êtes peut-être sur la route. Faites attention. Soyez prudents. C'est de plus en plus dangereux d'une part. Et d'autre part, il y aura beaucoup de contrôles pour ce week-end du 15 août. On va en parler, mais avant ça, un premier tour de table de l'actualité. Avec Anthony Martin-Smith. Les vraies voix Sud Radio. Anthony Martin-Smith, l'actualité qui a retenu votre attention? Du sang en poudre. Du sang en poudre. Oui. Une innovation pour la santé. Oui, effectivement, c'est les chercheurs de l'université du Maryland aux États-Unis, encore eux, qui ont annoncé qu'ils avaient enfin réussi à stabiliser de l'hémoglobine en poudre, de sorte à pouvoir la mélanger avec de l'eau
D'ici à 2 ans, les expérimentations sur les êtres humains pourront enfin débuter et on pourrait régler une bonne fois pour toutes la problématique du don du sang avec une logistique quand même assez complexe puisque le sang liquide, on ne peut le stocker que pendant 42 jours. Ça implique aussi d'avoir une chaîne du froid rigoureusement conservée, la compatibilité également du groupe sanguin. C'est un problème qui n'est pas nouveau, c'est un problème que l'on connaît depuis la guerre du Vietnam puisque la logistique du sang avait été un vrai problème. Oui. Sachez qu'aux États-Unis, 20 000 personnes décèdent chaque année parce qu'il n'y a pas suffisamment de sang pour pouvoir les sauver. Il n'y a pas assez de dons du sang, donc 20 000 personnes par manque de dons du sang décèdent aux États-Unis chaque année. Exactement. Ça fait froid dans le dos, Samuel Botton. C'est une très bonne nouvelle, ce que vient de nous annoncer. Alors, l'innovation, oui, pas le chiffre. L'innovation, non, le chiffre est dramatique. Et nous ramène à des questions de santé publique que chaque pays vit à son niveau. La France également sur la question des soins qui sont amenés et des urgences. Et effectivement, voilà une avancée qui va dans le bon sens, qui va peut-être nous permettre de régler certains problèmes et certaines prises en charge. Et comme l'a souligné Anthony, la question de comment est-ce qu'on conserve ses réserves. On peut rappeler d'ailleurs que l'innovation dans le domaine de la santé, ça peut sauver des vies, mais c'est extrêmement difficile à rentabiliser. Exemple, par exemple, justement, la société Carmat qui avait réussi, française, à commercialiser des cœurs artificiels et qui a rencontré d'épouvantables difficultés économiques. Chers amis, restez avec nous. Les vraies voix reviennent dans un instant. Vous aurez les autres actualités qui font réagir nos vraies voix, bien entendu, mais vous allez aussi entendre parler des châteaux cathares, tout simplement. On ne peut plus dire château cathare. C'est l'info en plus de Félix Mathieu. C'est dans un instant. Les forteresses royales du Languedoc, ce sera leur vrai nom et elles sont candidates à l'UNESCO. À tout de suite. 18h12 sur Sud Radio, les vraies voix avec Anthony Martin-Smith, le judoka, avec Madi Saïdi, l'écrivaine, l'autrice, on peut le dire. On rappelle la référence de votre livre, c'est publié chez Stock. Oui, Française venue d'ailleurs. Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Vous dites auteur ou autrice d'ailleurs? Moi, je dis toujours auteur. Vous dites auteur avec un E du coup. Bon, je dirais auteur pour vous. Écoutez, c'est vous qui décidez. Moi, c'est quoi d'accord? Mais oui, mais ça la concerne. Donc voilà. Samuel Botton, vous êtes aussi avec nous. Vous êtes, vous allez tout de suite débattre avec nous d'une actualité qui vous a fait réagir. Oui, en ce 15 août, jour férié, je me suis rappelé au bon souvenir de notre Premier ministre François Bayrou, qui, dans sa dernière idée lumineuse, a suggéré d'en supprimer 2, ce qui placerait la France comme dernier pays européen en termes de jours fériés, et puis ce qui fait encore une fois peser une charge sur les actifs. Et puis dans tout ça, parce que c'est une idée lumineuse, et je le dis avec beaucoup d'ironie, on s'est aperçu que François Bayrou était capable de créer des jurisprudences dans la jurisprudence. Donc cette histoire de jour férié, ça va finir comme la réforme des retraites, chacun aura son régime particulier. Aujourd'hui, c'est l'Alsace et la Moselle, pourquoi pas demain Marseille, qui réclamerait la fériérisation du 26 mai en souvenir à sa victoire de Ligue des Champions, ou je ne sais quelle autre ville qui prendrait une date au hasard pour demander à ce qu'elle soit fériée. Ça créerait, alors évidemment, vous l'avez bien compris, j'atteins volontairement un point Godwin, mais ça créerait des inégalités territoriales monumentales. En quoi c'est un point Godwin? Parce que le raisonnement est un peu absurde, je vous le concède. Soit. Mais dans la réalité des faits, ça ouvre des portes monumentales, et puis finalement, je me rassure en me disant que tout ça a très peu de chances de voir le jour. Je n'ai jamais vu une mesure qui faisait autant l'unanimité contre elle, que ce soit dans son propre parti ou dans les oppositions. Donc finalement, la question, tout ça pourquoi? Après, il y a un vrai sujet. C'est vrai que l'Alsace et la Moselle, pour le coup, ont des jours fériés à elles, qui sont en plus. Ce qu'a garanti manifestement le Premier ministre, c'est que en cas de suppression de jours fériés, ce ne seraient pas les jours fériés alsaciens qui seraient touchés. Ce qui les laisse à 13. Oui, mais peut-être. Mais en attendant, dans ce cas-là, ce que vous critiquez, c'est pas tant la décision de François Bayrou, c'est le fait que les Alsaciens en ont d'autres plus. Non, c'est un peu la situation globale, c'est-à-dire d'abord de vouloir s'attaquer à la suppression de certains jours fériés, mais derrière de vouloir faire des régimes particuliers selon les régions. Et là, effectivement, c'est ce que je vous dis, c'est que ça ouvre la porte à un grand n'importe quoi. Imaginons qu'on supprime le 8 mai, on le supprime aussi pour les Alsaciens et puis l'égalité pour tout le monde. Les jours particuliers, qu'en faites-vous? Donc vous voulez qu'est-ce qui empêche d'autres régions ou d'autres villes de faire passer? Est-ce que vous soupçonnez François Bayrou de vouloir de remettre un peu de population en Alsace-Lorraine? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde en Alsace-Moselle.
Alsace-Moselle quand même. C'est une région très riche, mais pourquoi pas. Mais vous voulez repeupler l'Alsace-Moselle. Moi, je trouve ça quand même assez particulier. C'est Madame Klinker, la députée, qui s'est empressée d'aller pérorer dans les médias en expliquant, vous inquiétez pas, chers amis alsaciens, j'ai appelé le Premier ministre, j'ai eu toutes les assurances, on touchera pas à notre privilège. En d'autres termes, vous avez aussi des députés qui ne s'intéressent qu'à leur petite paroisse, et c'est un peu l'impression que ça donne. Non, c'est pas leur rôle. Vous êtes un élu de toute la nation. Si vous êtes élu quand vous êtes député, vous êtes député d'une circonscription. Vous n'êtes pas un élu local. C'est pas le conseiller général. Pardon. Alors, ça veut dire qu'on supprime les permanences en région. Mais enfin, pour les députés, j'entends. C'est très bien qu'ils aient des permanences, mais en attendant, ils doivent être aussi inquiets pour les Corses, les Bretons, les Parisiens, que sais-je. Et c'est trop facile de faire du chauvinisme régional. Vous avez l'idée du nombre d'administrés qui prennent les députés des députés de leur localité pour des succursales de leur mairie? Oui, mais les députés ne sont pas là pour régler les problèmes de leur administré sur leur circonscription. Ils sont là pour recueillir le témoignage et puis le quotidien des Français dans leur circo pour aller améliorer la nation. Oui, mais c'est ça. C'est complètement ça. Je suis d'accord avec Madi, moi. La particularité du mandat de député, c'est qu'ils sont élus sur un territoire propre, sur une circonscription. Néanmoins, ils sont élus de la nation. Ouais. Et alors après, les députés, c'est aussi des gens qui réfléchissent un petit peu à la prochaine élection. Donc évidemment, ils peuvent avoir ce genre de commentaires. Néanmoins, ça reste des députés nationaux. Je suis en d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Pour avoir vécu quelques législatives et avoir œuvré sur certaines, la carte du local, elle est jouée à outrance. Et peu importe la circonscription. Ah oui, ça, on est d'accord. Il faut accepter ce fait-là et jouer avec. Et aujourd'hui, moi, de constater que des députés ont un rôle en local, je m'en félicite d'une certaine manière. Vous êtes prêt à aller vous présenter du coup à des législatives en Alsace pour leur dire qu'il faut supprimer leur jour férié? Non, je ne souhaite pas parachuter. Il sera pas élu, ça c'est sûr. Quand on arrive avec un mandat, il n'a aucune chance. S'il arrive en leur disant on va supprimer vos congés. Évidemment. Non, mais parce que là j'ai un discours d'éditorialiste. Demandez-moi le discours politique. Vous êtes en train de me dire que vous mentez? Oui, on le fait tous. Vous êtes en train de me dire par contre. Il est en train de nous dire non, c'est que c'est un bon politique. Non, il est en train de nous dire qu'il est ça, c'est être un bon politique. Il est sincère tant qu'il est éditorialiste, et c'est le jour où il se lancera dans la politique qu'il ne le saura plus, si j'ai bien compris. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Exactement. Absolument, il s'adapte. Madi Saïdi, le tour de table que vous aviez choisi de votre côté. Oui, alors moi, mon tour de table, c'était sur le recul du leadership européen et plus particulièrement du leadership français. Et je pense justement de manière globale en termes de diplomatie, et je dis ça notamment pour cette rencontre qu'il y a au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Moi, je trouve qu'il manque un interlocuteur, c'est la France. Et pendant que notre cher président est en train de se pavaner en vacances, moi, je trouve que l'avenir du monde, parce que c'est ça, est en train de se décider. On va décider d'une question qui touche les Européens sans aucun interlocuteur européen. Bien que l'Allemagne, quelque part, reprend du leadership, puisque elle va rencontrer Zelensky chez eux, mais la France est complètement absente, et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Oui, après, elle n'était pas invitée. En tout cas, Emmanuel Macron n'était pas invité. Il n'était pas invité, évidemment, mais je trouve que depuis quelque temps, en tout cas, il n'était peut-être pas invité, mais c'est aussi à la France de faire en sorte d'être là au bon moment. Alors évidemment, certains me diront, ah oui, mais il est en vacances, il a le droit d'avoir des vacances. Et oui, il a le droit d'avoir des vacances, mais je rappelle qu'il y a 40% des Français qui ne sont pas partis en vacances, qui sont encore là, et quand on est président de la République, à un moment, quand le devoir nous appelle, on met fin à ces vacances pour y être. C'est au président de la République de faire en sorte d'être là où l'avenir du monde se joue, et qu'il n'attend pas, s'il attend une invitation spéciale de Donald Trump, il n'y sera pas demain, c'est sûr. Anthony Martin-Smith. Je sais pas, je suis partagé. J'entends ce que dit Madi, mais effectivement, il aurait dû faire quoi, Emmanuel Macron? S'inviter autour de la table à laquelle il n'est pas souhaité. On le sait bien. De toute façon, on lui aurait dit non, il serait pas rentré. Il serait pas rentré. Donc, il est bien au fort de Brégançon à passer ses coups de fil, et puis il saura bien prendre son avion quand il sera autorisé à le prendre. Là, je sais pas quoi vous dire, parce que en réalité, il a rien à faire de toute façon à Anchorage. Même Zelensky, qui est le premier concerné, n'est pas convié. Donc, au point où on en est, ce qui nous confirme que c'est une parodie de sommet, du coup. Bon, en tout cas, c'est une parodie de sommet, mais c'est un sommet entre les États-Unis et la Russie, ce qui est déjà historique, parce que ça n'était pas arrivé depuis des années, et en plus, les deux pays sont énormément en froid. Moi, je voulais juste répondre sur le terrain de la séquence de communication pure et dure.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a plusieurs fusibles à disposition qu'il a choisi d'envoyer, donc ce sont des membres de son gouvernement, son Premier ministre. Il a beaucoup joué la carte de l'international à un moment, juste après les législatives anticipées, pour redonner de la hauteur à sa fonction et prendre ses distances. Et je pense qu'aujourd'hui, il a besoin de conserver cette prise de distance. Il n'y a pas nécessité à ce qu'on le voit trop. Effectivement, on est dans une période de calme et il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça. Puis après, la question, c'est quelle est la position de la France sur la scène, quel est le réel poids de la France sur la scène internationale et jusqu'où on peut régler ce conflit. Moi, aujourd'hui, j'ai la faiblesse de vous dire qu'on a connu un déclassement certain, que nous n'avons pas le poids que nous pensons avoir pour régler ce type de crise. Ça passera par une réponse européenne, mais je pense que celle-ci sera très difficile à mettre en place. Et après, Macron, il joue ses cartes comme il doit les jouer pour une fois. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. Les vraies voix Sud Radio avec l'info en plus de Félix Mathieu. Ne dites plus les châteaux Qatar. Pourquoi ? Parce qu'ils changent de nom, mais en même temps, ils sont candidats à l'UNESCO. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix avec Anthony Martin-Smith, avec Madi Saïdi, présent, c'est presque militaire, en tout cas scolaire. Et avec Samuel Botton, Félix Mathieu est aussi présent. Bonjour à vous Félix. Rebonjour, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir, oui exactement, il est 18h23, presque 24, vous faites bien de me le repréciser. Tout de suite, c'est votre info en plus, on part dans le Languedoc. Exactement. Les vraies voix Sud Radio. Alors il paraît que j'ai plus le droit de dire Château Qatar. Pourquoi ? Alors, vous avez encore le droit de le dire, hein, faut pas exagérer, mais c'est vrai que le dossier de candidature pour l'UNESCO mentionne désormais les forteresses royales du Languedoc et non plus les châteaux Qatar. Les chevaliers Qatar pleurent doucement. Merci Francis, bah oui, il pleure. Une façon, semble-t-il, de mieux coller à la réalité historique de ces bâtisses du XIIe siècle, perchées en haut des montagnes entre l'Aude et l'Ariège, les châteaux de Lastour, Aguilar, Montségur, Carcassonne, Thermes, Perpétrus, puis Laurence Quéribus, tous candidats au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces forteresses royales du Languedoc, comme on les appelle dans le dossier de candidature, candidatent en même temps que les plages du débarquement de Normandie. Elles veulent rejoindre la cinquantaine de sites français déjà classés, comme le pont du Gard, les mégalithes de Carnac en Bretagne ou encore la cité de Carcassonne. Pour en parler, nous sommes avec Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie en charge de l'éducation, la jeunesse, les sports, président aussi de la commission éducation région de France. Bonsoir Kamel Chibli. Bonsoir à vous. Merci de l'invitation. Merci. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors, avant d'en venir à ce possible classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, on croise les doigts. On va parler des bénéfices qu'on en attend, mais juste quand même un mot sur cette histoire de nom. Ils n'ont pas été construits et occupés par les Qatars, ces châteaux. Alors, je vois notre invité, pour respecter la tradition de la semaine, qui s'exprime, ses lèvres bougent, mais figurez-vous qu'aucun son ne sort de sa bouche. C'est très frustrant car j'étais très curieux d'entendre sa réponse sur le nom des châteaux Qatar. Écoutez, en tout cas, ma maman va être très triste parce qu'elle est née dans ce qu'elle appelle même le pays Qatar. Exactement. Elle va être triste. Moi, j'ai une question, en tout cas, que je vais lui poser quand on va retrouver notre invité dans un instant, et je l'espère bien, j'y compte bien, en tout cas. C'est que si jamais les châteaux Qatar s'appellent désormais les forteresses royales, ça veut dire qu'il y a au moins une des deux appellations qui était fallacieuse, parce que ça pouvait pas être à la fois un château Qatar et une forteresse royale. Kamel Chibli, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Ah, super. Écoutez, oui, d'abord, merci de l'invitation. D'abord, je vous remercie de vous intéresser au château Qatar, et notamment à ce classement incroyable que sont ces châteaux perchés sur les montagnes arigeoises et audoises, avec toute une histoire. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique du qatarisme à l'époque, mais ce qui est certain, c'est que ce qui a été voulu et classé, et notamment pour éviter un enfermement par rapport à l'UNESCO, a été de considérer que ces châteaux qui étaient construits pour la plupart en haut des montagnes, voire au sommet des collines, dans ce territoire, étaient quand même assez remarquables. Et à ce titre-là, comme vous savez, la celle Carcassonne a été classée depuis un moment au patrimoine de l'UNESCO, mais il faut savoir que c'est la même histoire avec le château Qatar, et qui empiète d'ailleurs sur deux départements, qui sont celui de l'Ariège et du département de l'Aude, avec celui de Montségur, qui est le site iconique, on va dire. C'est celui qui est le plus haut perché sur une montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est la dernière forteresse de mémoire d'ailleurs, l'une des dernières est tombée. C'est la dernière à retomber, c'est celle qui représente l'histoire emblématique du qatarisme dans ce territoire. Et donc forcément, ce côté un peu majestueux
qui est son positionnement en haut de ces montagnes. Je vous rappelle qu'on parle du XIIe siècle, donc forcément d'une certaine époque. Et c'est vrai que ces sites-là aujourd'hui, pour certains, sont en train de se classer grands sites de France. Forcément, l'alliance entre la celle Carcassonne et l'ensemble des sites considérait que ces châteaux-là mériteraient tout à fait d'être reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au nom c'est pas tellement l'histoire du qatarisme, c'est plutôt l'histoire patrimoniale et de ce positionnement de ces sites iconiques qui ont été placés en haut de ces montagnes. C'est un peu ça, c'est pour ça que vous ne trouvez pas le mot qatarisme qui représente une période de l'histoire en fait, mais qui n'est pas l'emblématique lieu patrimonial et historique. C'est un peu la différenciation, et c'est pour être totalement éligible qu'un patrimoine, que c'est inscrit comme ça dans l'appellation que vous avez retrouvé dans les différents articles. Et puis c'est plus fiable historiquement, ça c'est important aussi de le dire, même s'il y a eu une présence Qatar. Mais ça on y reviendra dans un instant. Une présence Qatar, oui, qui ne résume pas donc l'histoire de ces bâtisses. En tout cas, vous espérez quoi de ce classement ? Vous espérez quoi de ce classement à l'UNESCO ? Vous, j'imagine, des retombées, notamment en termes peut-être de notoriété, de visite ? Bien sûr, si vous regardez le dernier classement extraordinaire d'ailleurs sur la région Occitanie, c'est Albi, la cathédrale d'Albi. Je ne sais pas si vous avez un peu les chiffres touristiques, ça a été quasiment multiplié par 2 ou par 3, la fréquentation. Le canal du Midi aussi. Le canal du Midi, bien évidemment, mais le dernier en date, cette cathédrale et le canal a augmenté de façon considérable la fréquentation. Mais surtout, il y a aussi des aides importantes, notamment de l'État et des collectivités, pour permettre d'améliorer, de réaménager. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la celle Carcassonne, qui représente l'emblème, puisqu'il a été lui classé au patrimoine mondial depuis un certain nombre d'années, tous les sites Qatar n'étaient pas concernés et donc n'ont pas bénéficié de cette dimension. Donc forcément aujourd'hui, pour nous, c'est une reconnaissance qui aujourd'hui permettra de développer les sites, de faire découvrir aussi les sites, parce que ces sites-là sont encore méconnus. Le château de Montségur, pour information, il est passé de 100 000 visiteurs il y a quelques années en arrière à quasiment moins de 30 000 aujourd'hui. Donc je pense que c'est une reconnaissance, mais aussi qui permettrait aussi de mobiliser l'ensemble des collectivités, l'État, pour mettre les moyens. Il y a eu une inauguration d'un site il n'y a pas très longtemps, mais puis ça permettra aussi de faire le lien. Quand vous avez aujourd'hui des Japonais ou des Chinois qui viennent à la celle Carcassonne, c'est bien aussi de leur proposer tout un panel de visites des sites Qatar qui sont quasiment pour la plupart à moins d'1 heure de la celle de Carcassonne. Et puis franchement, c'est magnifique. Enfin, ce coin est magnifique. Ces forteresses, qu'elles soient Qatar ou non, ou royales, n'importe, en haut, perchées sur des pics dans les Pyrénées, ce sont des sites extraordinaires. Qui y est déjà allé d'ailleurs autour de la table? Non. Moi j'ai grandi Anthony, là-bas. Vous avez grandi là-bas? Vous avez grandi où? Dans les vacances que je passais chez mes grands-parents, notamment à l'Astour. À l'Astour, oui. À l'Astour, super. Voilà. Donc, évidemment. Et puis ma maman est née à Carcassonne. Enfin, ma famille est là-bas. Donc, si vous voulez, ce que vous racontez m'émeut beaucoup. M'inquiète un peu parce que je me dis où est-ce que va aller le PSG. Ouais. On parle pas du même Qatar. J'avais été sûr qu'on allait jouer avec le K et le Q de Qatar. Ça doit être ça. C'est la première fois que j'entends ce jeu de mots. Moi qui adore l'histoire, ça me fait presque de la peine. Bon, sachez-le quand même parce que c'est important. On le sait trop peu. C'est devenu un cliché d'ailleurs. On parle de Qatar beaucoup en France depuis à peine 70 ans. C'est un terme qui a été inventé par un moine allemand, en tout cas du Saint-Empire, au XIIIe siècle. Et les 10 Qatars entre eux ne s'appelaient pas Qatar, tout au plus s'appelait-il, s'il parlait français, bons hommes. Voilà. Alors, est-ce que ces bons hommes ont édifié donc ces châteaux? C'est ça la question. En tout cas, ces bons hommes qu'on appelle aujourd'hui Qatar, c'est bien eux quand même qui les ont construits. Ils les ont à minima occupés. Exactement. Voilà. C'est eux qui les ont construites, mais le qatarisme était une religion. Donc forcément, c'est pour ça que l'appellation pour le classement n'est pas forcément en lien avec cette reconnaissance de l'UNESCO. Vous le comprenez bien. En tout cas, ce qui est certain, moi qui suis à 5 minutes là du château de Montségur, pour tout vous dire, là, avec un temps magnifique, vous avez raison, c'est des sites remarquables naturels. Je rappelle juste une chose pour nos auditeurs, c'est qu'il y a aussi une dimension de préservation du site en lui-même, tant sur l'aspect naturel que sur l'aspect patrimonial. Il ne s'agit pas d'avoir des grosses usines à gaz qui malheureusement dénatureraient l'ensemble des sites. Je le dis pour monsieur qui a l'habitude qui est né à Carcassonne, on a quand même un respect de notre patrimoine naturel et historique. On ne fera pas de surtourisme, c'est ça. Vous ne ferez pas le Mont-Saint-Michel à Montségur, c'est ce que vous nous promettez? Je confirme. Voilà. Bon, c'est beau quand même, le Mont-Saint-Michel, c'est même extraordinaire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup
beaucoup, Kamel Chibli. Merci à vous en tout cas, et désolé pour la connexion. Écoutez, ça arrive, hein, comme quoi le réseau passe pas toujours très bien dans les cimes pyrénéennes, dans des endroits paradisiaques. Il va passer. Voilà. Grâce au site de l'UNESCO, il va passer. Et ce sera ça. Merci à vous, Kamel Chibli. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Occitanie, en charge de l'éducation, de la jeunesse et du sport. Par ailleurs, président de la commission éducation des régions de France. Merci à vous, Félix Mathieu. Avec plaisir. Et je peux même vous souhaiter bonnes vacances. Merci. Bon, restez quand même dans les parages. On a quelque chose pour vous dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité qui a retenu l'attention d'Anthony Martin-Smith. Oui, Annie Jeune. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine. Je vais vous raconter une histoire. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table De l'actualité. C'est ce qui s'appelle se prendre un jingle dans la figure. Complètement. Je l'ai pas vu venir. Vous auriez pu le voir venir, franchement. Mais non. Anthony Martin-Smith. C'est Annie Genevard qui était en déplacement à Saint-Laurent-de-la-Cabrerise dans l'Aude et qui a annoncé le déblocage d'un fonds exceptionnel de 8 millions d'euros pour venir en soutien aux agriculteurs de l'Aude qui ont souffert des incendies qui ont ravagé les corbières. Espérons que cela puisse se débloquer très rapidement et puis venir aider nos viticulteurs qui notamment énormément souffert pendant ces beaucoup souffert. En plus, c'est un autre endroit magnifique qui a été absolument ravagé. Après, on ne sait jamais quoi faire pour aider ces commerces. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts, par exemple, à acheter, pour le consommer avec modération, du vin de Corbière par solidarité? Samuel Botton? Je ne sais pas, je ne bois pas. Bon. Tant pis, vous pourriez en acheter pour nous. Toute cette histoire fait écho à la dernière émission qu'on a eue. On avait eu la présidente du conseil départemental de l'Aude qui était présente, qui avait lancé quand même un appel du pied assez appuyé au gouvernement pour bénéficier d'aide. Je vois que ça a marché. Donc on ne peut que remercier cette intervention Sud Radio. Et puis après, pour la suite, oui, effectivement, il y aura un effort à faire. Et il faut prendre en compte aussi toute cette région qui a été meurtrie au pire moment, puisque c'est aussi un moment de levier économique pour ces régions avec l'afflux de touristes, ce qui peut aussi expliquer les événements désastreux. Donc à trouver le juste milieu. Comment on fait pour aider des régions qui malheureusement seront de plus en plus en proie à des gros incendies, Madi Saïdi? Alors évidemment, la nouvelle de l'aide qu'ils reçoivent du gouvernement est importante, elle n'est pas négligeable. Malheureusement, ils ne pourront pas compter sur moi parce que moi aussi je ne bois pas, donc je ne pourrai pas tellement les aider. Mais peut-être que lancer des programmes de prévention, parce que finalement c'est toujours la même chose depuis tellement d'années, peut-être faire un accompagnement non seulement au niveau local, mais aussi au niveau régional pour faire en sorte que l'année suivante ce soit moins pire que des années précédentes. Bon, allez, on va se retrouver dans un instant pour notre coup de projecteur. On va prendre la route, chers amis, pourquoi pas pour descendre dans le sud-ouest. Mais on va parler d'un sujet assez dramatique. Il s'agit de la mortalité routière qui a explosé. On va vous poser une question et se poser une question avec notre invité. Comment faire pour la faire baisser? Est-ce qu'il faut renforcer les contrôles sur la route? Il y en aura plein ce week-end. Faites attention. Avant ça, tiens, puis il y en a un qui prend la route parce que c'était ses dernières vraies voix. Il va partir en vacances. Félix Mathieu, vous partez en vacances. Bon, faut bien de temps en temps, ce sont des choses qui arrivent. Et en plus, vous reviendrez à un autre horaire. C'est-à-dire que les éditeurs du soir ne vous entendront plus. En revanche, s'ils se lèvent très tôt. S'ils se lèvent très tôt, il y a des chances qu'ils puissent m'entendre à la rentrée, effectivement. Sachez que le les grand auditeurs, matin Sud Radio, les auditeurs du soir, s'ils ne sont pas les mêmes que ceux du matin, vont vous regretter. Parce que vous mettiez quand même beaucoup d'ambiance dans cette émission. Je les regretterai également. J'espère en retrouver quelques-uns dans le Grand Matin Sud Radio quand même, et dans le Petit Matin Sud Radio de Benjamin Glaise également. Voilà, mais avant ça, il fallait quand même qu'on se rappelle ce que regretteront les auditeurs du soir, notamment cette langue qui fourche. De cette idée aussi de sénateurs travailler 7 heures par an gratuitement pour boucher le cul de la sécurité sociale. Idée un peu sur le principe de la journée de Raffarin. Boucher le cul, vous avez dit boucher le... Oui, vous avez dit boucher le cul. C'est boucher le trou de la sécurité sociale. D'accord, ok. Non, mais oui, pourquoi pas. Votre langue a fourché, c'est pas grave. On avait bien entendu la même chose. Oui, j'ai bien entendu. On embrasse Cécile de Ménibus et Philippe David. On l'embrasse, elle a généreusement relevé le truc que certains n'avaient même pas remarqué, mais elle l'a relevé. Vous ne pensiez quand même pas quitter les vraies voix sans avoir droit à ça, quand même. J'espérais passer entre les mailles du filet, mais bon. Vous avez surestimé mon indulgence. Voilà. Allez, vous allez nous manquer le soir, Félix Mathieu. Vous êtes un génie. Je vous embrasse. Oui, merci. C'est une partie que je n'avais pas eu le temps d'écrire, et vous voyez ce que ça peut arriver. Voilà, sachez que les lapsus, ça arrive à tout le monde. Boucher les trous sur vos feuilles. Voilà, à tout de suite sur Sud Radio pour le coup de projecteur. Tony Martin-Smith qui s'apprête à repartir en vacances, mais pas forcément en voiture. Madi Saïdi est avec nous. Que disent-eux?
Mais pourquoi? Parce que vous prenez l'avion souvent, vous, non? Ah oui, mais je pars pas en vacances. Ah, vous repartez pas en vacances. Non. Mehdi Saïdi est avec nous. Toujours, vous êtes revenu de vacances, en voiture ou en avion? Moi, je vais rarement en voiture, quasiment jamais. D'ailleurs, j'ai pas le permis, alors comme ça, c'est compliqué. Problème réglé. Samuel Botton? Je n'ai pas le permis, mais je suis rentré en voiture. Je suis le seul à avoir le permis autour de cette table. C'est formidable. C'est pas une fierté nationale non plus. Ah bah non. Vous savez ce qu'on dit, en général, les gens un peu plus intelligents ont beaucoup de mal à l'obtenir. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai, vraiment. C'est sûr. Allez, tout de suite. Moi, j'ai jamais passé. On va parler quand même des conséquences. Moi, j'ai voulu le passer, ils ont pas voulu de moi. Tout de suite, on va parler quand même des conséquences d'une mauvaise connaissance du code de la route. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et malheureusement, ces conséquences sont parfois et souvent même dramatiques. Sur les 5 premiers mois de l'année 2025, 1154 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine. C'est 52 de moins que les 5 premiers mois de 2024. Certes, c'est 72 de moins que les 5 premiers mois de 2029, mais c'est une hausse de 14% de la mortalité au mois de mai sur les routes de France métropolitaine par rapport au mois de mai dernier. 276 personnes, rien qu'au mois de mai. Vous vous rendez compte? 276 personnes. Alors on va se poser une question. Comment faire pour réduire cette mortalité routière? Faut-il augmenter les contrôles? On en parle avec notre invité. Yves Cara, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous. Et même bonsoir, plutôt, porte-parole de du Mobilité Club France. Comment vous l'expliquez, cette hausse sur le mois de mai de la mortalité routière? Ce qui est terrible, justement, nous on l'observe bien sûr sur la sécurité routière depuis des années, c'est que quand ça baisse beaucoup ou quand ça monte beaucoup, il n'y a pas une cause en particulier. Ça peut être par exemple un mois de mai, ça peut être des ponts qui font que des jours fériés qui font qu'il y a beaucoup de ponts, et puis il y a une météo qui est peut-être un petit peu plus mauvaise, donc une route un peu plus glissante. Donc c'est multifactoriel et malheureusement il n'y a pas un ou deux facteurs sur lesquels on est sûr de pouvoir agir et qui ferait baisser la sécurité routière de façon permanente, parce que c'est ça en fait, c'est jamais gagné la sécurité routière. Quand il y a un mois qui baisse, on se dit c'est génial, c'est à la baisse, eh ben non, le mois d'après ça peut remonter. C'est jamais gagné, c'est un combat constant. Un combat constant. Anthony Martin-Smith? J'ai pas vraiment de solution miracle, mais oui, il faudrait qu'on ait plus de contrôle. Et puis, en fait, ce que je trouve édifiant, les chiffres que vous avez rappelés, mais je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que ce ne sont pas des chiffres, ce sont des individus. Mais oui. Et quand on énumère ces chiffres, on a tellement l'habitude de les banaliser dans nos informations. 1154, 276 de plus, etc. On déshumanise le fond du problème. On a affaire à des êtres vivants, à des êtres humains, des enfants, pour beaucoup. Et moi, ça me touche très personnellement parce que j'ai perdu une amie comme ça qui était enceinte. Et donc... si vous voulez, c'est un drame qui détruit évidemment la vie des victimes, mais aussi et surtout de ceux qui restent. Donc, moi, j'aurais à chaque fois quand on énumère ces chiffres, qu'on pense à ce qu'il y a derrière. Et éventuellement à des solutions. Il se trouve aussi quand on conduit, Yves Cara, qu'on se rend compte qu'on a de moins en moins de contrôle. En revanche, on a beaucoup plus de radars. Est-ce que c'est pas un effet aussi de l'automatisation des contrôles de vitesse et du fait que finalement vous avez plus la peur du gendarme? Oui, peut-être, mais je voudrais revenir sur le témoignage qui a été fait. C'est vrai qu'il y a bien sûr ceux qui partent, mais il y a ceux qui restent. Et ce qu'on aimerait bien aussi, ce qu'il faudrait absolument, on le demande à Mobilité Club France bien évidemment, c'est qu'il y a un vrai accompagnement des personnes qui restent, parce que c'est un vrai choc quand la personne part le matin travailler, qu'elle revient pas le soir. Donc il y a un vrai accompagnement psychologique à mettre en place de façon beaucoup plus systématique. Et puis de ceux aussi qui en sortent, moi j'ai une de mes cousines, je vais pas vous raconter toute ma vie non plus, mais qui a eu un accident très grave, qui aurait pu vraiment y rester. Je l'embrasse très fort, mais elle aussi comment se reconstruire après ce genre d'accident. La voiture est une arme par destination, volontaire ou involontaire, mais il faut quand même penser qu'on a un engin entre les mains qui peut causer la mort. Et donc on doit davantage responsabiliser les conducteurs et peut-être revenir sur cette pénalisation qui faisait débat et qui n'est toujours pas légiférée. Oui, c'est-à-dire Pardon, allez-y monsieur. Non, allez-y, je vous en prie, terminez. Non, mais sur l'idée que quand vous donnez la mort avec votre véhicule... Sur l'homicide routier. Exactement, sur l'homicide routier, que vous puissiez être
pénalisé, mais au sens du code pénal, et avoir une condamnation qui soit à la hauteur du drame que vous avez produit. Quand vous prenez votre volant, avec ou sans l'emprise de stupéfiants, eh bien, que vous puissiez être condamné à la hauteur du drame que vous avez produit. Je sais pas. Même s'il est involontaire. Yves Cara. Oui. Le mieux, c'est quand même éviter l'accident, parce que bien sûr, on peut punir, on peut surveiller, il faut contrôler, évidemment, il en faut. Mais vous savez, souvent, quand il y a un accident avec une personne qui n'a pas de permis, elle est souvent avec un taux d'alcoolémie supérieur ou avec de la drogue ou sans assurance. Voilà, il y a souvent des facteurs supplémentaires qui se rajoutent. Hein. Donc voilà, ce sont malheureusement un petit peu toujours les mêmes types de populations. Le problème, c'est qu'il faut éviter qu'il y ait ces accidents. Donc nous, ce qu'on préconise depuis très longtemps, c'est l'éducation, la formation, la communication, le dire, le répéter, dire que il faut respecter des distances de sécurité, qu'il faut pas boire, qu'il faut pas prendre de drogue. Ça paraît évident, mais il faut absolument communiquer. Et le mieux, c'est quand même non pas de punir, mais qu'il n'y ait pas d'accident, que les gens soient conscients. Vous savez, je viens de faire, pour la petite histoire, je suis en vacances, là, je t'appelle de Groningen, vous voyez, des Pays-Bas. Pour la petite histoire, j'ai fait 5-6 000 kilomètres dans toute l'Europe, et, pardon, excusez-moi, on s'aperçoit que quand on conduit dans d'autres pays, peut-être, et c'est peut-être un peu moins le cas en France, les distances de sécurité sont beaucoup plus respectées et on se sent beaucoup plus en sécurité. Donc voilà, c'est on sent que vous êtes en Europe du Nord, si je peux me permettre, mon cher Yves Cara, parce que personnellement, j'en viens de l'Europe du Sud. Ça m'a donné de mauvaises habitudes, par moment, mon retour en France. C'est pas tout à fait pareil. Oui, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Suède, j'ai fait le Danemark, ça vous risquez rien, avec ma voiture. Voilà. C'est vrai que c'est mieux. Donc voilà, plutôt que de punir, de faire une répression, et il en faut bien évidemment du contrôle, c'est de la prévention. Alors on va aller un petit peu dans le détail. On va aller un petit peu dans le détail d'ailleurs de cette énumération de vies brisées, on va le dire comme ça plutôt que de chiffres, et on va aller dans ce détail-là parce que ça m'a frappé. 82 usagers de 2 roues motorisés, donc motards, scooters, sont morts rien qu'au mois de mai. 82, c'est 19 de plus qu'au mois de mai de l'année d'avant. Comment on explique ça ? Alors, on l'explique pas malheureusement, comme je vous le disais, mais vous savez, le 2 roues motorisé, et je suis motard et depuis toujours, et j'ai eu un très grave accident en moto, je peux en parler, et à 90% c'est de ma faute parce que j'étais pas assez attentif. Les motos, c'est 1% des véhicules qui circulent en France, 25% des morts. Voilà. Quand on a dit ce chiffre, évidemment, qu'en 2 roues, on est moins protégé. Et évidemment, qu'il faut redoubler d'attention. Vous savez, quand on arrive à un carrefour, quand on est en moto, même quand on a la priorité, on met les mains sur les freins et on regarde de partout et on n'a pas la priorité. Parce que s'il y en a qui doivent se retrouver à l'hôpital, ce sera le motard et pas l'autocycle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au carrefour, le motard, intériorise le fait que de toute façon, l'automobiliste fera pas attention à lui ? Non, oui, quelque part, on doit avoir des yeux. Franchement, en moto, on doit avoir des yeux partout. Enfin, là, puisqu'on parle de la moto en particulier, mais c'est vrai aussi pour le vélo. Hein. Vous savez que quand vous êtes à 30 ou 40 km/h, vous pouvez blesser quelqu'un. Mais on peut en parler à Paris. On parle de la moto. Oui, bien sûr. Mais voilà, quand on est sur une moto, tout est dangereux tout le temps, en permanence. Et quand on a la priorité, moi dans ma tête, j'ai pas la priorité. J'ai les mains sur les freins parce que la personne qui est dans la voiture en face, qu'est-ce que vous en savez qu'elle va s'arrêter, peut-être qu'elle va tourner la tête, peut-être qu'elle vous a pas vu. Avec aussi un autre effet pervers d'ailleurs de ce qui fait la beauté de la moto, c'est que la moto est tellement puissante et rapide qu'elle peut arriver très rapidement et donc a plus de chances de surprendre l'automobiliste, même si c'est à lui de s'informer de ce qu'il y a autour de lui. Samuel Botton. Tout à fait. Il y a aussi ça aussi. Votre expérience de passager, par exemple, qu'est-ce que ça vous dit de la sécurité routière ? Mon expérience de cycliste, je me retrouve à 100% dans ce qui a été décrit par Monsieur Cara, où effectivement il y a toujours cette appréhension, le fait aussi que quand on est sur un vélo ou une moto, on est conscient qu'on ne pèse pas lourd en face d'une voiture, même une Clio ou une Twingo. Et après, rebondir sur ce que vous disiez, sur la question de la prévention, c'est-à-dire je pense que le rôle des autorités, c'est de tendre un maximum vers le risque zéro et on pourra difficilement faire plus. Après, il y a peut-être une manière de mettre les pieds dans le plat et au moins d'agir sur certains mots qui mènent à ce nombre de morts. Et jusque-là, je n'ai entendu personne s'emparer de ce sujet, mais quand est-ce qu'on va interdire définitivement l'alcool au volant ? C'est-à-dire aujourd'hui, le simple fait qu'on puisse conduire avec un certain seuil d'alcool dans le sang, ça me dépasse totalement. 0,25 mg. De stupéfiants,
Là, tout de suite, c'est non. C'est-à-dire, on n'est pas du tout sur le même traitement. Les deux doivent être considérés à traitement égal. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je me demande quand est-ce que personnes comme vous ou d'autres vont enfin s'emparer de ce sujet et qu'on va arriver à une tolérance zéro de ce point de vue-là. Je suis totalement d'accord. Yves Carra. Ouais. En Angleterre, justement, ils sont en train de revoir en profondeur leur législation sur le droit de conduire avec un taux d'alcoolémie, sur pas mal de choses. C'est certainement une réflexion qui a eu lieu déjà dans d'autres pays et qui va avoir certainement lieu en France. On peut le penser dans les années qui viennent, oui, pourquoi pas. Anthony Martin-Smith. Il n'y a pas que la question de l'alcoolémie et des stupéfiants, ça c'est un gros sujet, c'est une grosse part de la question. Mais ce que vient de nous dire Yves Carra, il y a aussi la question de être attentif. Vous savez, moi je suis non-voyant. Quand je traverse la route, je regarde pas le feu rouge ou le feu vert. Par contre, je constate qu'autour de moi, tout le monde me dit allez-y, vous pouvez traverser. Heureusement que je vous écoute pas, parce que par moment les voitures ne regardent pas s'il y a des piétons. Donc moi, par contre, les voitures, je suis attentif, je les écoute, je les entends de loin. Et donc j'apprends même à ma fille à écouter et à analyser son environnement. Parce qu'il n'y a que ça réellement sur quoi on peut réellement compter pour se protéger. Alors, et c'est pareil en voiture. Chose importante aussi, Yves Carra, parce que maintenant on n'est plus tout jeune, ni vous, ni moi, ni nous tous autour de cette table. On se souvient tous de l'année 1995, Jacques Chirac élu président de la République. En 95, il y avait 8412 morts sur une année sur la route en France. Aujourd'hui, et c'est une tendance assez globale, c'est autour, malheureusement c'est toujours trop, de 3000 victimes. Ça veut dire quand même que les pratiques ont changé. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins? C'est la multiplication des radars? C'est la sécurisation des véhicules? C'est d'abord la sécurisation des véhicules, il faut le dire. Parce que vous avez le même accident avec un véhicule des années 70 et avec un véhicule de 2025 moderne. Dans les années 70, vous avez 6 mois d'hôpital. En 2025, il y a de grandes chances que vous rentriez chez vous le soir. Donc oui, les véhicules ont fait énormément de progrès avec l'airbag, avec les crash tests, qui ont été mis en place d'ailleurs par les Automobile Club européens. Donc oui, et puis il y a aussi toutes les routes. On a fait. C'est vrai que les ronds-points c'est pénible, mais ça casse la vitesse. Oui. Donc c'est aussi toute l'infrastructure qui a progressé. Et puis, oui. La sensibilisation aussi. La sensibilisation, effectivement, là, il y a tout. C'est multifactoriel et pour la baisse des accidents. Donc, oui, c'est multifactoriel et il faut continuer. Oui, il faut continuer de toute façon, mais c'est vrai que moi j'appartiens à la génération c'est qui Sam, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, c'est Sam, c'était à la télé tout le temps, et on était notamment à la campagne, dans chaque classe d'âge au collège, il y en a au moins un ou une qui est morte sur la route en venant de boîte de nuit, parce que c'était encore un fléau à l'époque. La ceinture de sécurité à l'époque. La ceinture de sécurité c'est une base, c'est-à-dire non mais c'est devenu une base, pardon Samuel Botton, Yves Carra, c'était une base il y a 30 ans? Non, il y a 30 ans ça l'était pas. Moi quand j'avais 5 ans, c'était pas la base. Alors la ceinture de sécurité, d'ailleurs, la ceinture de sécurité 3 points a été inventée dans les années 50 par la marque Volvo. J'ai visité le monde de Volvo à Göteborg, c'est pour ça que je peux vous en parler. Bon. C'est intéressant. Non, la ceinture de sécurité, quand on l'a rendue obligatoire, et ça a été un tollé. D'abord, ça a été hors agglomération et juste à l'avant, ensuite en agglomération aussi, et puis ensuite non, mais au début personne n'en voulait. Ça a sauvé des centaines de millions de vies, évité des accidents graves. Ouais, bien sûr, ça fait partie un petit peu des choses incontournables. Mais vous savez, il y a encore pas mal d'accidents graves à cause des gens qui ne mettent pas leur ceinture. C'est fou quand même qu'en 2025, il n'y ait pas le réflexe automatique de mettre la ceinture. Donc là aussi, vous savez, c'est jamais gagnant. On dit, bah oui, tout le monde met la ceinture. Non, faut encore dire, dès que vous montez dans votre voiture, vous mettez la ceinture. Allez, en tout cas, soyez tous prudents, vous qui êtes sur la route, très nombreux demain pour le week-end du 15 août, ou même ce soir, qui nous écoutez de la route également, parce qu'il faut être prudent. D'abord, même si vous ne l'êtes pas, sachez qu'il y aura beaucoup de contrôles. C'est ce que les autorités ont annoncé sur l'autoroute. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup Yves Carra. Avec grand plaisir. Et vous savez, on parle des contrôles de la peur de gens. La première peur qu'on doit avoir, c'est de se retrouver à l'hôpital et de ne pas rentrer chez soi. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir tout ça, être conscient, et que 9 fois sur 10, c'est à cause du conducteur. Donc restez concentrés, gardez les deux mains sur le volant, regardez devant vous. Si vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. Et distance de sécurité. Et avec ça, on est déjà pas mal. Voilà, exactement. Sachez que Bison Futé annonce que demain, samedi 16 août, sera la journée la plus circulée de tout le week-end dans le sens des départs. Classé orange au niveau national, ce sera donc difficile. Et il y aura énormément de difficultés, notamment dans le sud-est, autour de Lyon et en Ile-de-France. Merci à nos vraies voix, Anthony Martin-Smith. Merci Jean-Marie. Merci à Madi Saidi. Merci. Et merci à Samuel Botton. Merci à vous. On vous dit à une prochaine fois. C'est la fin des vraies voix. La suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend avec Sophie Darel et Laurence Perrault. Mais avant ça, on trouve Jean-François Aquili.